Mesdames et messieurs, il est temps d'accueillir notre invité d'honneur. Notre invité d'honneur est donc Monsieur Axel Jean. Oui, nous avons un invité d'honneur pour vous pour cette journée, Monsieur Axel Jean, qui vient donc du ministère de l'Éducation nationale, qui vient à Morsinx depuis Paris. Oh, nous pouvons applaudir oui. Nous vous laissons la parole, Monsieur Jean. Merci à vous d'être venu. Un grand merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravi de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Quand on peut se déplacer, en fait, on essaie de le faire. Et effectivement, des collègues me faisaient remarquer que j'avais pris cet engagement il y a quelques années. J'essaie de le tenir dès que je peux. Et quand je dis j'essaie, c'est avec mon équipe. On essaie de se rendre le plus possible disponible pour venir sur le terrain. Alors c'est un immense plaisir de venir sur ce département-là parce que ce département, depuis Emmanueli pour le citer, depuis une vingtaine d'années, est celui sans doute le plus en pointe sur l'innovation, sans frilosité, sans réticence et en faisant toujours confiance aux enseignants. Ce qui n'est pas si commun que ça au niveau national. Donc c'est un immense atout que d'avoir des départements qui défrichent, explorent, testent des choses et qui ont ce coup d'avance qui permet à un ministère en centrale des fois de se dire « ils ont bien fait de tester ça ». On va les suivre ou malheureusement ils ont testé ça, ça ne marche pas très bien et donc on va préconiser autre chose. Donc c'est vraiment un super atout que d'avoir des territoires qui assument leurs responsabilités du fait de leur décentralisation et qui, dans des périodes d'évolution extrêmement rapide technologique, sont des défricheurs, ouvrent des terres inconnues, utiles à tous. Alors sur l'éducation, ça a été évoqué par les intervenantes précédentes, le Sénat a publié un rapport que je vous invite vraiment à lire, élus, cadres, professeurs, formateurs, sur lequel leur regard critique, ce sont des sénateurs exigeants, ce sont des sénateurs, sont particulièrement éclairants pour tout le monde, je crois. Et dedans, vous retrouvez l'essentiel des travaux portés par les académies, portés par le ministère, en points forts, en points faibles, en points améliorés. J'apprécie la coïncidence avec le fait que leur image de reconnaissance initiale, évidemment vous l'avez reconnu avec les couleurs réalisées par IA et autour de la République. Et en fait, une autre que j'utilisais en 2023, une simulation par la génération d'images, qui est la République, et qui permet de bien garder en tête qu'au-delà de tous les attendus disciplinaires, la priorité absolue de l'école est toujours de former des citoyens suffisamment instruits pour faire des choix éclairés, et qui ne soient pas uniquement au stade de consommateurs qui subissent des décisions, des technologies, des services pensés par d'autres ailleurs qui ne rendent de compte à personne. Donc ça, c'est l'essentiel à retenir. Toujours dézoomer un peu et se dire notre essentiel est toujours d'équiper les élèves intellectuellement pour qu'ils soient des citoyens éclairés et qu'ils ne subissent pas l'avenir qui se dessine parfois sans eux. Alors ma question, donc, c'est l'IA, un outil au service des enseignants pour enseigner et apprendre. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent vraiment que le terme « vraiment » concerne la suite de la phrase. Et en fait, non. Pour moi, vraiment, c'est est-ce qu'on est uniquement encore sur un simple outil? Donc je vais y venir. L'IA est partout, donc je vais passer rapidement là-dessus. Évidemment, ça a été très très bien dit par les précédentes intervenantes. Et moi, je prends juste 2 points. En octobre, 2 prix Nobel ont été remis. Un en physique, un en chimie, les 2 concernaient l'intelligence artificielle. Je passe rapidement pour la physique. C'était pour optimiser des déplacements, ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient, donc quelque chose qui va permettre de faire des bien meilleurs modèles d'IA. Et le deuxième en chimie, c'est des modèles qui vont permettre de déplier des molécules pour trouver des nouveaux traitements, des nouveaux soins, en fait, qui permettent d'aborder des maladies sur lesquelles on était très très démunis. Donc on a 2 prix Nobel sur 2 secteurs, un en physique et en chimie, qui les 2 concernent l'intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose de déterminant. Ça veut dire que l'IA est bien dans toutes les disciplines. C'est quelque chose de systémique et en tout cas suffisamment pour ne pas rester juste dans le champ de l'informatique. Alors je pense que vous en êtes tous convaincus, mais c'est vrai qu'il faut garder en tête que parfois, quand une révolution industrielle se produit, cette révolution industrielle, elle a un caractère, c'est qu'elle est systémique. C'est-à-dire qu'elle va toucher tous les pans de la société.
Quand on touche tous les pans de la société, il y a zéro raison évidemment que l'école ne soit pas concernée, parce que l'école, c'est la colonne vertébrale de la société telle qu'elle est et telle qu'elle est en train de se préparer. Donc c'est normal qu'on soit abordé, qu'on soit concerné. Là, j'ai fait un petit rappel de tout ce qui irrigue l'intelligence artificielle. Et donc évidemment, mathématiques, sciences informatiques, je passe rapidement, sciences cognitives, la physique, je l'ai abordé. Donc ça va être les choses montantes, c'est l'entrée par la physique, parce qu'on va être sur des choses qui vont avoir un corps, via de la robotique par exemple, et des éléments sont très avancés sur la physique quantique qui permettront d'avoir des nouveaux modèles. L'étape d'après sera autour de la physique quantique. Et le L, vous le devinez, c'est le langage. La surprise, je pense que c'est une surprise pour beaucoup d'entre nous, c'est que finalement, on revient avec plein de choses qui irriguaient, auxquelles on pensait tous, par exemple les mathématiques, mais finalement, quelqu'un qui maîtrise très très bien le langage, sa langue, en fait, peut, assisté par des services basés sur IA, demander à une technologie de faire une action, une proposition, une création, etc. Et ça, c'est assez fantastique. Ça veut dire que ça réaffirme l'importance de maîtriser la langue, alors quelle que soit sa langue, en fait. Et avec cette maîtrise-là, je pourrais moi-même créer des choses, ce qui n'était avant réservé qu'à des programmeurs, par exemple. J'ai mis quelques rapides définitions. Une extrêmement importante, et il faut toujours le garder en tête et toujours l'expliciter avec les élèves, c'est cette définition précédente sur... Hop, je reviens rapidement. Donc, ensemble des théories qui permettent de simuler l'intelligence artificielle. Et donc, il faut dire aux élèves qu'il ne s'agit que d'une simulation. Une simulation, ça peut être très puissant, mais simuler, c'est ressembler, s'apparenter à, en partie à quelque chose, et en aucun cas, c'est être. En aucun cas, c'est intelligent. Ça simule l'intelligence, ça ressemble à l'intelligence, mais ça n'est pas de l'intelligence. Ce sont des grands modèles, comme ça a été dit initialement, extrêmement puissants, extrêmement surprenants, extrêmement bluffants, tout ce que vous voulez, mais ça n'est pas de l'intelligence. D'accord ? L'intelligence, c'est le propre de l'humain, de ce qui est là pendant un temps et qui va disparaître. Et l'IA, c'est le propre du silicium. Voilà, vous voyez, il y a un oxymore là qu'il faut franchir. Intelligence artificielle, depuis le début, on se bat avec ça. L'intelligence, c'est le propre du vivant. Et l'artificiel, c'est le propre de l'inerte. Mais avec des grands modèles, on peut simuler. Mais ça, il faut le dire aux élèves, parce que les élèves, pour eux, c'est extrêmement impressionnant de se dire, est-ce que quelqu'un me parle ? Est-ce que quelqu'un interagit avec moi ? Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et à la dernière question, il faut répondre non. D'accord ? Sinon, on va vraiment perturber beaucoup leur développement et ça peut être extrêmement complexe pour la suite de leur vie. Et développement, exactement. Donc, je passe rapidement parce que ça a été abordé dans la première intervention. L'IA, c'est pas récent, mais c'est une jeune science. Quand on dit 70 ans, en science, c'est très très jeune. Donc, il y a encore plein de choses instables, il y a encore plein de choses à renforcer, à consolider, à tester pour les prouver. Mais c'est quand même inscrit depuis, comme c'était dit, voilà, à peu près la Seconde Guerre mondiale. On commence à poser des choses avec Turing, que vous identifiez bien, qui essaie de se dire comment je peux simuler, représenter une machine qui apprendrait. Ce qui est immense, c'est ce qui se produit là en 22, 23, 24, une accélération gigantesque du fait de la capacité à traiter de très grands volumes de données et du fait d'utilisation de nouveaux modèles. J'insiste, des simulations, des nouveaux modèles qui tout d'un coup vont tangenter, approcher quelque chose qui est très très semblable à ce que produirait un humain par le langage ou par de l'image. La phase d'accélération qui se produit, elle est encore en cours. Elle est donc très perturbante parce qu'en fait, par exemple, je le dis et peut-être que d'autres se reconnaîtront dans ce propos-là, quand on est un ministère, on est très fort pour gérer du rythme de croisière. On n'est pas très fort pour gérer des mouvements brusques, des bifurcations, des changements. Vous voyez, imaginez un gros paquebot, il est très bon pour naviguer en eau plate, il est un peu moins bon quand ça commence à avoir des tsunamis à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, etc., etc. C'est chose pour dire, on voit bien qu'il y a un tsunami qui arrive, on voit bien vers où il faudra aller, mais encore faut-il qu'entre la décision prise et le paquebot qui bifurque, il se passe quelque chose. Bon, bah ça peut être parfois très lent. Nous, il faut qu'on accepte que dans cette phase d'accélération, on a une structure assez classique, on sait qu'on est là pour faire de la différenciation, pour de l'évaluation, de l'aide à la décision, de l'acculturation, de l'adaptation, que sais-je, mais tout ça, c'est pas encore complètement stabilisé parce que ça s'accélère et que ça bouge très très vite. On doit garder une boussole, ça a été dit aussi ce matin, c'est qu'au cœur, toujours, doivent rester de nos préoccupations le professeur, pour lequel il n'y a aucun doute, l'expert pédagogique dans la classe, quelles que soient les évolutions technologiques, quels que soient les bobards que nous servent des gens qui se disent « je vais enseigner mieux que l'enseignant », c'est l'expert pédagogique. Et ça, il y a zéro doute par rapport à ça, pour une raison relativement simple, c'est que jusqu'à preuve du contraire, preuve scientifique du contraire, un humain apprend bien au contact d'autres humains. Ce qui est très clair.
Et après, quand l'humain a appris à apprendre, donc il est autonome, évidemment qu'il peut continuer à super bien apprendre au contact de machines. Donc, à la question générale, les élèves doivent-ils utiliser des IA? Il faut accepter de ne pas répondre de manière générale, mais dire réponse en maternelle, en élémentaire, au collège et au lycée. Et donc, ce qui est très clair, c'est que le professeur doit être assisté par les services basés sur de l'IA pour mieux différencier. Donc, gardez en tête que tout bouge, sauf le fait qu'on est au service des humains et qu'il y a un asservissement. La machine doit rester asservie à l'humain qui décide ou pas de se servir de ses propositions, de ses recommandations, de ses créations. En fait. Ça, c'est vraiment le point extrêmement déterminant. Et ensuite, le fait que tout bouge, eh ben, il faut l'accepter, parce que c'est ainsi, en phase d'accélération, tout n'est pas stabilisé. On arrivera peut-être sans doute d'ici à 3 à 5 ans, sur un nouveau calme, en fait, un nouveau rythme de croisière, où tout le monde se dira « Oh, c'était quand même assez facile de traverser cette période-là », sauf qu'actuellement, tout bouge, y compris la représentation et la fonction de professeur. Un cadre très rapide pour vous dire que les actions, les décisions prises en département au national s'inscrivent aussi dans un cadre extrêmement large de questionnements mondiaux, européens. Donc en fait, vous vous rappelez, il y a eu un rapport Villani qui avait été posté en 2018, dont le titre était quand même assez génial, AI for Humanity. Je ne crois pas qu'il faille changer la moindre lettre dans cette intention. Une IA au service de l'humanité et pas une IA au service d'une minorité quelque part en Californie, enfermée dans une boîte dans laquelle on ne rend compte de rien à personne. En fait, on fait des choses à discrétion en se disant que c'est super dangereux si on ouvrait tout ça. Sauf qu'en fait, il y a quelques milliers d'hommes blancs de 50 ans avec une vision du monde qui projettent leur représentation du monde et on devrait juste dire merci, on est super intéressés de vos choix, complètement sans rendre compte à personne du tout. Donc ça pose plein de questions sur lesquelles il serait extrêmement temps que les Européens passent une seconde vitesse d'exigence, de contraintes ou alors d'alternatives proposées. Sinon, on subira. Donc on est dans un cadre où il y a une stratégie du numérique pour l'éducation que nous retravaillons actuellement au ministère en renforçant très fortement la place de l'IA parce que dans notre première version, c'était insuffisamment abordé. On a une stratégie nationale autour de l'IA où, en interministériel, on travaille sur ce sujet-là parce que vous comprenez bien que les emplois de demain ne sont pas dans nos têtes. Ils vont se définir devant nous, mais de manière très très rapide, en 3 à 5 ans. Des métiers vont émerger qui n'existent actuellement pas encore, ni dans nos têtes, ni dans les gens responsables de la formation, ni dans les têtes responsables des gens de l'orientation. Donc en fait, il faut qu'on se forme à des compétences de haut niveau, du apprendre à apprendre, parce que cela permettra d'aborder l'avenir, et beaucoup moins dans l'exécution de tâches de premier niveau qui risquent de disparaître. Enfin, on a un cadre européen, le Digital Education Action Plan, qui pense à ces sujets-là. Et il y a le rapport de l'UNESCO qui est extrêmement précieux. L'UNESCO est vraiment une institution qui pense les temps longs et qui publie régulièrement des préconisations, par exemple, d'usage des IA génératives. Dans une publication extrêmement récente, il préconise que les IA génératives, les élèves n'y soient pas exposés avant 13 ans sans intention du professeur. Donc, toujours sous contrôle du professeur, aucun souci. Mais un élève exposé à une IA générative avant 13 ans présente des risques majeurs, des difficultés majeures. La France a décidé de rallier cette préconisation. Ça veut dire que dans notre doctrine autour de l'IA, la charte d'usage, on préconisera de dire pas d'usage pour les élèves de moins de 13 ans d'IA générative sans que ce soit dans le cadre d'un projet porté par l'enseignant. Ça semble hyper simple, mais en fait, c'est plutôt hyper clair. Alors, je veux prendre quand même un exemple qui va sans doute vous parler immédiatement, mais si je comprends bien que vous êtes essentiellement sur du second degré. Un petit de 7 à 12 ans est en train de construire sa personnalité, sa relation à l'autre, l'altérité. Si cette expérience-là se fait avec une machine qui lui renvoie toujours « t'es vraiment un génie », t'es vraiment super fort, t'es vraiment très intelligent, je suis ton meilleur ami, etc., ça pose plein de problèmes. Donc, l'élève qui grandit a besoin de se confronter à des pairs, ses camarades, à ses parents, à ses professeurs, à d'autres humains. Et ça ne peut pas être biaisé par un miroir un peu narcissique qui vous renvoie le fait que tout est parfait, que vous êtes vraiment génial, etc., etc. Donc là, il y a un enjeu déterminant de ne pas perturber le développement naturel d'un petit humain qui doit apprendre au contact d'autres humains. Et après, quand il est suffisamment mature, stade hypothético-déductif, vers 12 à 13 ans, là, il aura un petit peu de recul et donc il saura se mettre un peu à distance de ce que lui renvoie une machine, même si c'est flatteur. L'important pour tous ces cadres, en fait, c'est évidemment de faire de la pédagogie, mais dans un cadre de confiance qu'on accepte, dans un cadre de confiance défini démocratiquement et donc pas subi. C'est facile à dire, c'est extrêmement complexe à réaliser.
En 2021, mon équipe avait porté un PNF, un plan national de formation à destination des cadres, qui présentait cette chose-là. Et je vous avoue qu'en 2021, je mettais un point d'interrogation ici. Est-ce une révolution industrielle? Maintenant, j'enlève le point d'interrogation. Admettons, pour ne pas en discuter trop longtemps, et admettons que ce soit juste des évolutions. Ces évolutions déclenchent d'immenses transformations dans toute la société. Naturellement, l'école, elle est dans la société, donc elle est fortement impactée. Ça nécessite donc des besoins gigantesques de formation. Quelques instants là-dessus. Je ne crois pas que ici dans la salle, ou quelque part quelqu'un dans le siècle, ait eu à intégrer le fait que le besoin de formation, il est systémique pour tous nos enseignants débutants jusqu'à ministre. Le besoin de formation sur qu'est-ce qu'elle y a, définissons-le correctement. Ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, ce n'est pas la même question. Ce que peut faire l'IA et ce qu'elle doit faire, ce n'est pas la même question. Ce bagage scientifique minimum est le même dans toute la hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses ne s'est jamais produit. Un inspecteur, un chef d'établissement, un formateur d'habitude a un temps d'avance, un bagage plus étayé que le jeune professeur a formé, sauf là. Là, on est dans une situation où le besoin est le même pour tout le monde. Bon, bah ça, on est très démunis, et pas qu'en France. On est très démunis parce qu'on ne sait pas faire des formations systémiques pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une clé, et je le dis pour le collègue de l'EAFC, c'est évidemment de former les cadres. Parce que si on ne forme pas les cadres avec ce bagage minimum, on est en difficulté dans la durée. Cette transformation et ces formations sont nécessaires pour faire quoi? Pour maintenir une société qui fonctionne avec cet impact technologique majeur qui impacte tous les pans de la société. Et l'enjeu essentiel, évidemment, c'est de faire des citoyens éclairés. Si ça n'est pas fait à l'école, qui le fera? La réponse est personne. Parce que les industriels qui nous vendent des services n'ont pas besoin de citoyens éclairés. Ils ont besoin de consommateurs. Mon propos n'est pas de dire que c'est pas bien d'avoir des consommateurs, c'est d'exiger une surcouche de citoyens qui fassent des choix éclairés, qui décidera de consommer tel X, Y ou Y, etc. Mais là est l'enjeu. Et donc, ce qui est très important, je finis ma boucle, c'est que quand on fait des plans de formation, tout le monde sait qu'il faut préparer, accompagner, cadrer. Sauf que là, il y a un petit bagage nécessaire minimum, et je dis bien minimum, de savoir de quoi on parle. Définir correctement l'IA, définir ses limites, définir ce qu'elle peut faire, définir ce qu'elle doit faire, l'illustrer comme ça a été particulièrement bien fait en langue vivante, là, donner des pistes de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne devrait pas faire, de réfléchir, d'accepter d'être encore en zone grise, en fait, de tester des choses, d'en parler entre collègues, de co-apprendre, d'avoir des communautés apprenantes, d'avoir un avis d'un inspecteur qui vous dit « Tiens, voilà où on est là, l'état de la recherche », et d'irriguer notre réflexion. Mais ce point-là est déterminant, et malheureusement, pour l'instant, 2021, on est en 2024 et on n'a pas enclenché la capacité à définir ce bagage minimum. J'y reviendrai quand même parce que tout n'est pas si négatif, mais clairement, mon encouragement pour toutes les personnes qui sont dans la salle, formez-vous, soyez curieux, explorez de nouvelles choses, testez pour vous-même, même pas forcément pour votre besoin professionnel. D'abord, testez le potentiel d'IA générative. Je voudrais juste vérifier avec vous qui d'entre vous a déjà utilisé une IA générative pour vous. Je n'ai pas dit pour le cadre professionnel, pour vous. Ok, ça monte beaucoup, mais vous voyez, il y a à peu près entre 40% de la salle qui n'a pas encore testé. Alors, mon encouragement, vraiment, ce soir, vous savez ce que vous faites. Après cette magnifique journée, vous avez vraiment plein de choses à découvrir. Dès les ateliers de cet après-midi, vous allez tester en vrai, mais il faut impérativement tester ces nouveaux outils. Parce que si vous ne les testez pas, si vous vous contentez d'écouter ce qu'en disent d'autres qui pensent pour vous, vous allez manquer quelque chose de majeur qui est à disposition de tous les élèves. Et pourquoi c'est à disposition de tous les élèves? Ça a été dit ce matin, à cause de ça. Dans le smartphone, vous avez plein de nature d'IA par la photo, par la recommandation, par les jeux, par les réseaux sociaux. Et si cet objet-là, auquel sont exposés en permanence les jeunes publics, les jeunes élèves, n'est pas abordé à l'école, à nouveau, ma question cruelle initiale, qui le fera? Pas les parents. En tout cas, pas tous les parents, d'accord? Et donc, pour une question d'égalité et de se dire qu'il est important d'avoir des jeunes qui auront les clés de l'avenir, en fait, et qui auront l'orientation de la société à définir, qu'ils soient un peu équipés intellectuellement, un peu informés et un peu à distance, et pas juste dans « j'utilise ». Je suis un simple utilisateur de ces technologies-là. Donc ça, c'est un point central. Je vais passer rapidement, mais ça fait écho à ce que je disais au début. C'est la même diapo. Donc, on gère des transformations systémiques avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de complexité. Donc, on peut convoquer Morin, ça nous aidera bien à gérer cette période-là. Accepter de travailler en zone grise,
parce qu'on ne sait pas exactement vers où on doit aller. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas rester au milieu du gué en se disant il y a des tsunamis qui approchent, on va construire un petit muret, une petite interdiction et ça va tenir. Ou alors, on est des brebis dans un petit parc, on a juste des grands prédateurs et en fait, ça se trouve, ils ne vont pas nous manger. D'accord ? Alors cette chose-là, on l'entend assez régulièrement, mais je pense que ceux qui on évoquait ce matin les champs scientifiques, Darwin, ce genre de choses, les processus darwiniens se réalisent toujours. Et dans un processus darwinien, celui qui décide de rester la brebis entourée par des grands prédateurs ne survit pas très longtemps, je vous le garantis. Quelle que soit la loi ou la règle, on dit surtout vous ne mangez pas. L'enjeu essentiel, c'est de garder toujours l'humain au centre dans toutes nos décisions, systématiquement dans la boucle d'une évaluation, d'une proposition d'activité. L'enseignant doit être dans la boucle systématiquement. Je suis de la direction numérique pour l'éducation. Écoutez bien ce que je vous dis. Aucune évaluation, aucune certification de compétences ne doit être exécutée à 100% par une machine ou par un logiciel aussi bon soit-il. Pourquoi ? Parce qu'une machine ne peut pas comprendre la complexité d'un parcours d'apprentissage. Je vais vous prendre 2 petits exemples. Un élève rate une évaluation proposée sur ordinateur, l'élève n'a pas mangé la veille. Deuxième exemple, les parents ont tabassé le gamin la veille. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de grammaire ou d'espagnol ou de mathématiques, l'échec à l'évaluation ? L'IA ne percevra pas ça et donc vous mettra un joli petit score hyper mathématique qu'il ne faudrait surtout pas reporter ainsi, alors que vous, professeur, vous, humain, vous pourrez peut-être percevoir cette difficulté dans le parcours d'apprentissage. Donc l'humain au centre toujours. Développer l'esprit critique, c'est la compétence déterminante pour espérer qu'on reste longtemps en démocratie avec ce genre de technologie. Il y a une rupture épistémologique qui se passe sur, donc rupture épistémologique, cette fois-ci je convoque Bachelard, se dire le rapport au savoir, à la connaissance est clairement très fortement perturbé. Donc il faut en avoir conscience et se dire que c'est ainsi et donc comment on aborde ça en tant que professeur, entre adultes, au service de nos élèves qui sont en train d'apprendre. La clé, c'est sans doute pas de répondre de manière disciplinaire, mais c'est la transversalité des enseignements et donc de convoquer les humanités numériques parce que l'objet est complexe. Les transformations, il est possible que du fait de cette transformation très forte autour de l'IA, les priorités entre guillemets disciplinaires changent. Ce qui est sûr, c'est que la langue, la maîtrise de la langue, elle restera très profondément ancrée comme un besoin. Et les enjeux pour nous dans la durée, c'est clairement des démocraties frileuses sur l'investissement autour des innovations et qui régulent comme elles peuvent, des autocraties qui investissent 1000 fois le budget des démocraties sur ces technologies parce qu'elles cherchent à contrôler leur population. Donc on a accepté ces difficultés-là, gardé au cœur de toutes nos préoccupations le fait qu'on maintienne l'humain au centre à tout prix, parce que le technicien va vous dire « mais l'IA peut faire beaucoup plus ». Et nous, on doit répondre « mais moi, je vais définir en tant qu'humain ce que doit faire l'IA ». Pas moins parce que c'est déceptif, mais pas plus que ce pourquoi on l'a qualifié, cette IA. Et ça doit être borné. Donc la borne vers le bas, on la comprend tous, personne n'aime être déçu. La borne vers le haut, il faut l'imposer aux gens qui sont chargés de développement technologique. Sinon, on s'exposera à des très grandes déceptions par rapport aux démocraties. Je passe rapidement parce que j'ai affaire qu'à des experts, mais ce matin, ça a été évoqué, et tu l'as évoqué aussi dans ton invention. Qu'est-ce que fait l'IA ? L'IA tient 3 promesses anciennes. La zone proximale de développement, donc proposer juste au bon niveau où l'élève peut apprendre un tout petit peu mieux. Et Vygotsky, tout le monde oublie que Vygotsky disait il faut faire travailler les élèves ni en dessous de ce qu'ils savent faire, sinon ils s'ennuient, ce qui se produit parfois au collège, ni au-dessus, si parfois ils décrochent, ce qui se produit souvent aussi au collège. Donc juste le bon niveau, ça c'est hyper facile à dire, mais c'est hyper difficile à exécuter évidemment en classe. L'IA permet de le cadencer à la volée après chaque activité. Mais Vygotsky précisait le bon niveau de travail avec l'assistance d'un humain. On oublie toujours la deuxième partie de la phrase. Et là, donc, avec un service pensé par des humains bien pensés, un système d'IA sous le contrôle du professeur va toujours proposer à l'élève de travailler à son bon niveau de développement. Je vais complètement à droite, et Bingos, il y a 150 ans, expose que pour apprendre, pour mémoriser quelque chose, une procédure, une connaissance pure, en fait, il faut faire des rappels, ce qu'on appelle des rappels expansés dans le temps. Donc, suivant votre âge, suivant votre degré de connaissance dans le sujet, il y a des rappels expansés dans le temps qui sont plus ou moins efficaces. Ça, c'est super simple à exposer, mais personne ne fait ça avec tous ses élèves. Quand vous êtes au collège et que vous avez 300-400 élèves, c'est juste mission impossible. Or, les professeurs ne sont pas des superstars pour relever des missions impossibles. L'IA ne se lasse pas de faire ce genre de choses parce que pour elle, elle garde juste un parcours d'apprentissage. Donc, travailler au bon niveau
et travailler au bon moment. L'IA fait ça parfaitement bien parce qu'elle ne se lasse pas, elle le fait tout le temps. Elle peut faire après chaque activité. Elle peut vous rendre compte après chaque activité par compétence, par élève et par groupe de besoins. Dernier point, les IA permettent de faire des regroupements dynamiques. Donc, je fais très simple. Dans une classe, 3 niveaux de besoins, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et ça, elle va le faire. Les profs peuvent le faire aussi, mais personne ne le fait après chaque activité. L'IA le fait à la volée après chaque activité. Ça, c'est les anciennes promesses. Donc, c'est ce qu'évoquait la première intervenante. On y travaille là-dessus depuis à peu près 10 ans. Ce qui se passe, c'est que les IA génératives arrivent et mettent un immense coup d'accélérateur dans tout ça parce que tout d'un coup, un système d'IA peut générer du texte, tout le monde en parle, des images, tout le monde devrait en parler parce que là est le grand risque majeur pour les démocraties, du son, des vidéos, c'est pareil que pour les images, sauf que c'est animé et qu'on a aussi du mal à distinguer le vrai du faux. Donc j'ai évoqué l'UNESCO qui franchement est un très beau guide à parcourir dans chaque établissement. Ça vaut vraiment le coup de lire ce qui a été posé au niveau international par l'UNESCO. Et sur ces éléments-là, juste quelques rappels, mais je vais passer quand même rapidement parce que ça a été évoqué plein de fois. Donc ChatGPT, juste quelques éléments sur un mois pour avoir 50 millions d'utilisateurs sans aucune législation. Vous comprenez, c'est-à-dire que là, il y a une sorte un choc systémique en fait qui s'impose de manière darwinienne. C'est-à-dire qu'on a beau dire, on n'a pas régulé, on n'a pas fait ci, sauf que c'est là. Donc parfois, le droit est trop lent par rapport à une évolution technologique. C'est ce qu'on vit actuellement. Donc, juste des volumétries gigantesques, en fait, comprendre qu'on est sur quelque chose de massif et qui maintenant est capable de traiter tous les médias, du texte, de l'image, mélanger le tout et de vous donner une simulation effectivement troublante par rapport à des humains. Alors nous, on est adultes, on est troublés, mais il faut quand même expliciter tout ça avec les élèves parce que eux, les élèves, ils sont perturbés. Vous voyez, si on a un modèle d'IA qui vous parle tout le temps, qui est toujours disponible le jour, la nuit, le samedi, le dimanche, etc., certains enfants, donc nos élèves, peuvent se dire « Tiens, c'est quand même plus disponible que mes parents, que mon professeur, que mes meilleurs amis. » Et vous voyez la bulle d'enfermement qui se fait autour d'eux. Vous voyez le drame que c'est. C'est-à-dire que la vie, c'est justement pas quelqu'un qui vous renvoie tout le temps en narcissique. Vraiment, tu es un génie, tu es vraiment un champion, et moi j'adore discuter avec toi, à 3h du matin. La vie, c'est plus compliqué que ça, et c'est se frotter au contact d'autres humains. Bon, il se trouve que ça tombe dans l'ambiance. Dans nos classes, c'est ce qu'on fait 24/24 sur le temps de classe. Donc ça, il faut quand même l'évoquer avec les élèves et se méfier. Et moi, je pense qu'on n'a pas suffisamment outillé l'aspect accompagnement psychologique pour faire très attention avec des élèves qui vont s'enfermer sur ces modèles-là, qui leur envoient une sorte d'ami virtuel, sauf que c'est une simulation mathématique. J'ai listé, mais je vais juste m'interrompre sur un petit point, ce qui soutient l'ensemble des technologies autour des IA génératives. Et je vais m'arrêter sur les hallucinations. Sur les hallucinations, ça a été évoqué en partie. Alors déjà, je déteste le terme. Ça veut dire que là, on anthropomorphise un système, une simulation mathématique. Et donc, ça brouille encore plus les cartes. Ça donne un aspect humain à ce service-là, sauf qu'il n'y a pas d'hallucination, il y a des erreurs. Une erreur, ce n'est pas une hallucination. L'hallucination, c'est le propre à nouveau des vivants. Ce n'est pas du tout le propre des machines. Mais c'est trop tard, c'est installé dans le paysage public. Donc, en fait, on est obligé de se dépatouiller avec ce point-là. Qu'est-ce que fait l'hallucination? Le système d'IA répond systématiquement comme si vous aviez des textes à trous et qu'il parie sur comment je vais compléter le trou. Quand il a une référence, d'abord la référence, vous n'oubliez pas qu'il a parcouru Internet. Et sur Internet, on trouve du très très bon, les sites de la BNF, pourquoi pas Wikipédia. Et on trouve du très très mauvais. Des soutiens à, par exemple, un candidat qui vient d'être élu aux États-Unis et qui raconte une histoire alternative. Ça a la même valeur, en même poids par rapport à ces Californies centrées là, qui définissent en boîte noire des choix de comment ils ont entraîné leur modèle. Vous comprenez l'immense danger. Donc, ils ont fait des choix sur les textes pour l'entraînement. Et quand il n'y a pas le texte, l'IA est conçue pour répondre quand même, alors qu'il pourrait y avoir une alternative de dire « je ne sais pas ». Mais le « je ne sais pas » ne vient d'apparaître que depuis quelques mois. Avant, c'était « il répond systématiquement ». Vous savez tous, et on le dit tous, des fois, un élève nous pose une très bonne question pour laquelle on n'a pas la réponse. Et donc, quand on débute, on dit « on va pipoter », et ça se verra. Et quand on est un peu expérimenté, on va juste dire aux élèves « eh bien, c'est une très bonne question ». Vous allez vous mettre en groupe et je vous autorise à aller chercher dans différents sites et ils vont nous produire une réponse et on apprend tous ensemble et on progresse. Mais l'IA ne fait pas ça pour l'instant. L'IA, pour l'instant, répond. Donc, il répond des choses qui sont complètement tordues parce que c'est une sorte d'angoisse de la non-réponse. Donc, l'hallucination, il faut bien comprendre que c'est en lien avec des gens ont fait des choix de base d'entraînement. Question pour vous. Est-il normal de considérer que la connaissance humaine, le savoir humain, ne relève que de ce qui est numérisé sur Internet? Bien sûr que non. Mais des gens ont décidé ça, des gens qu'on laisse faire.
Il y a des cultures entières qui n'accèdent pas à la numérisation de leur culture, en l'occurrence, et qui donc auraient vocation à disparaître parce que quelqu'un en Californie a décidé que cette culture n'avait aucun poids. C'est dramatique ou pas? Vous voyez le problème, ce genre de choses, il faut aussi l'aborder. Quand on pose avec un système d'IA, ça a été abordé, je crois, dans un des exemples, on demande traduit de l'anglais vers le français, a nurse and a doctor. L'anglais ne comporte pas le genre. La traduction, vous la devinez en français, un docteur, une infirmière. Quelqu'un a décidé cela. Autre question troublante, quand on demande à une IA générative quelle est la couleur préférée des humains, il ne devrait pas répondre, parce que c'est culturel. On le sait tous, d'accord? Et qu'est-ce qu'il vous répond? Testez-le, bleu. Parce que le bleu est la couleur préférée des Américains, plutôt situé vers la Californie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a peu de gens qui projettent leur choix du monde, leur représentation du monde. Donc, en fait, c'est plus la peine d'envahir des pays. Il suffit de projeter une technologie gigantesque, massive, systémique, qui aborde tout le monde, et vous les colonisez par votre technologie. C'est assez vertigineux. Je ne dis pas qu'on aura la réponse aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en introduction. J'espère apporter quelques réponses aux questions que vous posez, et j'espère ouvrir de nouvelles questions qui vont vous tracasser. Donc, très clairement, les IA génératives sur le langage, on garde en tête, je l'ai mis en rouge, comme ça je trouve que je ne suis pas très fin, mais c'est important. C'est une simulation de dialogue, mais il n'y a pas de dialogue. Un dialogue, il faut être deux au moins. D'accord? Donc là, vous avez un modèle mathématique en face de vous qui vous parle. Ça génère des textes ou des images de qualité variable entre l'excellent et le très faible suivant les sujets. Le problème, et ça a été dit par la collègue précédemment, c'est est-ce de la créativité ou est-ce de l'enfermement? Il faut être certain qu'on reste dans le cadre de la créativité. Tout va bien quand c'est à l'initiative de l'enseignant et que l'élève crée quelque chose. Si par contre c'est un enfermement, histoire alternative, tiens, la Shoah, elle ne s'est pas déroulée comme ça en fait. Ok, mais qui le dit? En fait, vous voyez les choses compliquées comme ça. Et le point de transfert possible, démocratie-autocratie, est-ce qu'on reste, tu l'as très bien dit, au service d'eux? Les technologies doivent rester au service d'eux, ou est-ce qu'on est asservi à? Bon, ça vaut vraiment le coup qu'on en parle avec nos élèves, je crois vraiment, y compris quand eux sont sursollicités par des applications dont le but principal n'est pas d'élever leur niveau intellectuel, par exemple TikTok. D'accord? L'embêtant, évidemment, c'est que quand j'ai dit ça, vous avez vu que des pays commencent à essayer de l'interdire. Le souci pour nous, c'est que nous, on a beaucoup de politiques qui se servent de TikTok. Et je ne les vois pas se précipiter pour faire une loi pour dire qu'on va peut-être interdire cela pour nos élèves, parce que ce qui est certain, c'est que moi, je peux à peu près signer le fait que ça n'élève pas le niveau intellectuel des élèves qui l'utilisent. Donc là, il faut qu'on soit vraiment clair, et on doit se questionner, tu l'as très bien fait, on doit repenser ce qui était établi comme des fondations pour nous. Il faut revisiter la pyramide de Bloom, donc les compétences de bas niveau, les compétences de haut niveau. Donc on garde la pyramide de Bloom, elle est très bonne sans l'IA, mais il faut la repenser quand on est avec de l'IA. Une autre qui est dramatique pour nous et qui est compliquée et que je ne vois pas suffisamment abordée dans les cadres des formations initiales ou continuées de nos collègues, c'est que malheureusement, des fondations doivent être pensées. Et donc, vous les connaissez, je les ai recités. Vygotsky-Piaget publie 2 excellents ouvrages qui associent langage et pensée. Là, il y a langage, mais il n'y a plus pensée. Il n'y a pas de pensée. Donc, arrêtons de se demander s'il y a pensée, il n'y a pas de pensée. Sauf que pour nous, c'est très troublant, parce qu'on a toujours fait une sorte d'égalité, vous le mettez dans le sens que vous voulez. Dès qu'il y a langage, il y a pensée, langage, etc. Bah, pas là. Là, il y a beaucoup de bavardage, beaucoup de publications de textes, mais il n'y a pas de pensée. Bon, bah ça se questionne, ça doit se réfléchir, etc. Chomsky, le grand linguiste, le pose très tôt en disant « attention, attention ». Le langage reste la propriété des humains, et pour être plus grand, on pourrait dire même du vivant. Et les simulations simulent, s'apparentent, s'approchent, tangentent, tout ce que vous voulez, mais ne correspondent pas à de la pensée. Le ministère a publié, mon équipe y a beaucoup travaillé, dans le dossier de presse de rentrée, alors c'est vrai que les mises passent très très vite, mais les sujets restent, d'accord? Les difficultés restent. Le dossier de presse de rentrée, je vous invite à aller le parcourir. On a essayé de mettre en simple quelques éléments qui, je l'espère, sont des bases saines pour établir une réflexion en équipe pédagogique au sein de chacun des établissements, au niveau d'une circonscription, d'un bassin, d'un département, d'une académie, d'un pays. Quelques éléments. Donc, on pointe le fait qu'on s'inscrit dans une dynamique où il est temps de poser correctement les enjeux. Donc, je ne vous en fais pas la lecture, mais c'est ce que j'ai dit, hein, d'accord, clairement, former un esprit critique, avoir des usages qui soient raisonnés et donc raisonnables, former les jeunes aux opportunités du monde qui vient, qui sont encore à construire, encore à définir, donc leur apprendre des compétences de niveau, apprendre à apprendre, viser leur autonomie. Et dans le dossier de presse, on a listé
quelques éléments, je l'espère, simples, mais qu'on doit convertir en des chartes d'usage, des doctrines d'usage, ces éléments qu'on pourrait propager dans l'ensemble des établissements. Donc clairement, une appropriation collective nécessaire de l'IA et de ses enjeux pour l'ensemble des professeurs, encourager à l'utilisation raisonnée, ça va de soi, de l'IA à partir de la 5e. Pourquoi ? Parce que c'est la recommandation de l'UNESCO. D'accord ? On s'inscrit bien dans la recommandation à partir de 13 ans. Permettre à l'école d'assurer son rôle dans l'éducation aux médias. Et donc, clairement, c'est le thème de votre journée. Programme passionnant, je trouve, d'une grande richesse, notamment pour les ateliers de l'après-midi que vous proposez. Ça va être difficile de choisir. L'EMI est une clé pour rester en démocratie quelques années encore. Ne pas re-questionner la manière d'éduquer l'EMI à l'ère de l'IA et se pénaliser très très lourdement. Ça veut dire que l'éducation aux médias, c'est sympathique de parler d'une émission de télévision ou d'un journal, mais posons-nous les bonnes questions. Quels sont les médias utilisés par nos jeunes publics ? Pas la télévision, pas les médias papier. Et donc il est impératif de revisiter rapidement, mais quand je dis rapidement, ça veut dire très rapidement, comment on doit aborder ces sujets-là. Et vraiment, il faut absolument que tous les professeurs, quelle que soit leur charge, se disent qu'il y a quelques sujets qu'il faut aborder en mathématiques, en sciences, en histoire-géographie, en philosophie, en français, etc., etc. Parce que le sujet est majeur et il est devant nous. Et il y a urgence à assister une jeune génération qui, sinon, va à l'abattoir. Il faut vraiment faire attention. Et ça ne se produit pas 25 fois. Alors, j'insiste sur ce point-là parce que des collègues, parfois, me disent « Mais ce n'est pas la première révolution industrielle qu'on traverse. » Tu as raison. Mais c'est la première révolution industrielle qui touche en premier l'école blanc, la connaissance. Les autres est touché l'école bleue. Et cette révolution-là va être très rapide, donc très violente. La précédente révolution industrielle, Internet, a pris 20 ans. En 20 ans, on peut attendre tranquillement dans son fauteuil, y compris dans un ministère, et se dire « ça va passer ». Ou alors, en 20 ans, c'est une génération. 20 ans après, vous comprenez bien qu'on a bien le temps de former les profs, de s'adapter, etc., etc. Pas là, pas cette fois-ci. Donc, si nous ne remontons pas les manches, on ne développe pas du systémique dans toute la chaîne hiérarchique jusqu'aux jeunes professeurs, donc de ministres jusqu'à jeunes professeurs, on va passer à côté de quelque chose de gigantesque qui s'appelle le XXIe siècle. Et on va rester condamné à, dans le XXe siècle, un joli continent musée. Monsieur Draghi, ancien Premier ministre italien, ancien président de la BCE, a publié en septembre-octobre un rapport pour l'Union européenne en disant, je vous le fais en très rapide, qu'il est temps d'avoir un plan Marshall d'à peu près 750 milliards de dollars, donc équivalent euros, par an au niveau européen pour investir dans l'innovation et en particulier sur l'IA. Sinon, je cite, nous assisterons à, guillemets, la lente agonie de l'Europe. Monsieur Draghi n'est pas un punk. C'est quelqu'un de très sérieux. Et quand on pose un diagnostic aussi cinglant, je serais rassuré de voir que dans toutes les instances où on a un peu de pouvoir, on s'est remonté les manches, on a regardé les conclusions, on a regardé les propositions et on s'y met. Parce que l'Europe est la bonne taille critique pour proposer une alternative à ce qui se passe en Californie. J'insiste, on a le fonds culturel, on a les bases scientifiques pour le faire et on a l'argent pour le faire. Parfois, on m'a demandé en Europe, est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop cher de développer un grand modèle de langage ? Et ma réponse est, est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop cher de ne pas développer un grand modèle de langage ? D'accord ? Parce qu'en fait, sinon, on est condamné au stade de simple consommateur, avec aucune prise sur les explications algorithmiques, les poids dans les différents paramètres, la base d'entraînement, etc. Et soyons très clairs, je ne dis pas que l'Europe ferait mieux. L'Europe proposerait son modèle de langage, qui serait peut-être à 80% de ce que c'est faire les meilleurs des meilleurs américains, mais ce 80% est largement suffisant. Et deuxièmement, puisqu'on la poserait sur notre base culturelle, on substituerait leurs biais par nos biais. Eh bien ça devrait aller assez bien à pas mal de citoyens européens. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de biais, on ne dit pas qu'il n'y aura pas des hallucinations, mais on dit que ce seront les nôtres. Et donc, les nôtres sont les éléments acceptables, sinon on accepte de se faire coloniser culturellement. Voilà. C'est un enjeu assez fort. Et donc, j'insiste beaucoup, c'est-à-dire que vous le tournez comme vous voulez, mais le déterminant pour tenir notre siècle et tenir notre jeunesse, je veux dire, arriver à la projeter pour qu'elle dispose des clés pour faire l'avenir, c'est de travailler l'EMI au service de l'EMC, au service de l'EMI, au service de l'EMC, etc., etc. Travailler, par exemple, le subjonctif imparfait de tel verbe, c'est un peu moins urgent que de questionner, d'ouvrir le débat avec les élèves sur leurs pratiques, comment ils le font et comment ils l'utilisent, etc. Relever les défis de l'IA, ça
passe sur le fait d'envoyer de la part du ministère aux enseignants le fait de leur dire foncez, explorez les potentialités de l'IA, parce qu'on est en zone grise, parce qu'on ne sait pas exactement encore comment le faire, mais ce qu'on sait, c'est qu'il faut que vous exploriez. Donc il y a des départements qui le font parfaitement bien en avance de phase, mais en fait il faut que tout le monde le fasse. Et le signal est très clair, ça veut dire que parfois, souvent donc, les enseignants vont découvrir des pratiques qui ne sont pas encore documentées, qui ne sont pas encore stabilisées, mais c'est bien ainsi. Le pire étant de rester sur place et se dire je ne regarde pas les pratiques de mes élèves, etc. Et donc de perdre une sorte d'école qui serait déconnectée des pratiques quotidiennes des élèves. Donc ça, c'est un enjeu vraiment central. Et évidemment, il faut qu'on le fasse dans un cadre respectueux. Alors je vais vite pour le RGPD, un cadre de confiance. Mais ça se discute en classe, c'est vraiment intéressant. Et si on ne le pose pas, j'insiste, personne ne le fera jamais de poser ça. C'est-à-dire que l'école, c'est un peu le dernier rempart, c'est dernière station avant l'enfer sur ces sujets-là. Mais non, mais ça veut dire que ce n'est pas nos autres médias qui ne sont pas forcément armés par rapport à ça, qui parlent aux jeunes publics, etc., sur les pratiques. En fait, franchement, vous voyez, il y a une sorte de rupture, une sorte de disjonction entre ce qui se pratiquerait dans l'école tel que défini au XXe siècle et ce qui se pratique au quotidien avec les élèves. Ne pas aborder ce sujet-là, c'est vraiment nous mettre en très, très grande difficulté. On a amorcé, là, maintenant, une démarche de consultation et j'espère que votre département y participera activement pour poser ensemble avec les fédérations de parents d'élèves, les syndicats d'enseignants, les représentants des lycéens, qu'est-ce que pourrait être ce cadre d'usage sain des IA génératives en classe. Donc ces éléments sont commencés maintenant. Pendant quelques mois vont être portés. L'idée est de ne pas chercher la perfection d'une charte d'usage, mais d'accepter d'itérer autant de fois qu'il le faudra pour dire c'est comme ça qu'on s'en sert et pas autrement. Et peut-être que l'année prochaine, on aura une nouvelle charte parce que les choses vont très vite. J'insiste vraiment là-dessus. On est encore en phase d'accélération. Vous devez le voir toutes les semaines, il y a des annonces plus surprenantes les unes que les autres. Donc c'est compliqué en phase d'accélération de poser quelque chose de stable. Donc il faut accepter d'itérer rapidement sur nos différents éléments. 3 clés pour préparer l'avenir. Des questions à re-questionner régulièrement, je viens de le dire. Il faut accepter d'itérer autant de fois qu'il le faudra parce que les choses vont très vite. Construire et veiller à un juste équilibre entre l'usage raisonné de l'IA, ça c'est super compliqué, c'est hyper facile à dire, mais c'est hyper complexe. Donc il faut en parler avec les élèves et puis poser un cadre, questionner, dire mais qui a décidé ça? D'où vient cette préconisation? Qu'est-ce qu'on te propose? Vous voyez bien que quand les élèves ont des préconisations sur leur écoute de musique, en fait on leur renvoie pas la zone proximale de développement. Exactement ce qu'ils ont pratiqué précédemment ou ce qu'a pratiqué quelqu'un qui est de leur même profil. Donc on les enferme dans ce qu'on appelle les bulles informationnelles. Ces points-là doivent être évoqués avec les élèves parce que les élèves ne s'en rendent pas compte. C'est normal qu'ils ne s'en rendent pas compte. Les algorithmes sont pensés pour maintenir une activité des pratiques, pour qu'on puisse envoyer des publicités, d'accord, pour générer des fonds, puisque c'est gratuit l'outil en apparence. Mais évidemment, le produit, c'est l'élève. On le sait, d'accord? Nous, on le sait, mais il faut le verbaliser avec les élèves. Le point très important, c'est qu'il y a des enjeux gigantesques d'orientation. Je fais très simple pour aller à l'essentiel. La France, on a vraiment un problème en France par rapport à ça, envoie trop peu de jeunes vers les filières scientifiques, pas assez vers le numérique et encore moins vers l'IA. Je reprends. La France envoie trop peu de jeunes filles vers les sciences, encore moins vers le numérique et très peu vers l'IA. Double problème. On se prive de 50% de l'intelligence humaine. Premier problème. Donc ça, c'est vraiment très bête. Deuxième problème. Les hommes vont continuer à projeter quoi? Leur vision, aussi cultivée soit-il. Ils n'échapperont pas à leur définition, à leur ADN. Ils projetteront leur représentation d'hommes, aussi cultivés soit-il. Donc tant qu'on n'a pas un juste équilibre entre ceux qui décident ces systèmes-là, avec des femmes et des hommes, on se piège et on se condamne. C'est vraiment un immense souci. Un autre chiffre, juste pour vous, 15 000 postes non pourvus en cybersécurité cette année. 15 000 postes non pourvus en cybersécurité qui mobilisent beaucoup d'IA. 15 000 postes sur lesquels vous avez 30 à 40 ans de boulot devant vous. Il y a peu de chances que la France ou l'Europe aient moins besoin de cybersécurité avec ce qui se passe juste à côté de chez nous. D'accord ? Et ces sujets-là, en fait, sont des métiers très porteurs. Les jeunes filles, jeunes garçons qui iraient vers ces filières-là auront du boulot pour 30 à 40 ans. Ça, c'est quand même un sacré gâchis générationnel que de ne pas être en capacité de dire à nos jeunes filles et aux jeunes garçons teste ça, ces métiers-là, on ne les comprend pas forcément nous, parce qu'on n'en a pas eu besoin. Sauf que le potentiel et le besoin du pays et du continent sont gigantesques. Je prends quand même un point très rapidement sur la triche. C'est une mauvaise question, c'est un mauvais procès. Et ce qui est certain, alors il faut vraiment qu'on l'entende bien tous, s'il vous plaît, c'est qu'il est impératif, maintenant et tout de suite, d'évoluer dans notre manière d'évaluer. Parce que sinon, on se condamne à évaluer des IA génératives si l'évaluation n'est pas en présentiel. Donc vous le tournez comme vous voulez,
Mais si on ne change pas notre procédure d'évaluation, on va au gadin, mais à très courte échelle, là en l'occurrence. Et j'ai quand même, je vous raconte parce que c'est ironique, des collègues me disent, c'est quand même étonnant, le niveau en production d'écrit a beaucoup augmenté ces 2 dernières années. Et moi je dis, t'as raison, mais par contre tu peux me dire comment s'est faite l'évaluation ? À la maison évidemment, naturellement. Et il faut, ça a été dit, 80% des élèves de seconde utilisent les IA génératives. 8% dans le rapport du Sénat des professeurs de l'université utilisent les IA génératives. Vous voyez le gap ou pas là en fait ? Vous voyez la difficulté ? C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on comprenne bien que, sauf confiance, contrat de confiance établi avec les élèves, et il faut le faire parfois de dire, là tu as un devoir à la maison, tu peux t'aider des IA génératives, mais tu l'indiqueras en source, comme on indiquait, une source Wikipédia, un manuel, que sais-je, etc. Et de temps en temps, dire aux élèves, là je t'entraîne pour l'examen, le brevet, le bac ou quoi que ce soit. Et donc, fais attention. Le jour de l'examen, tu n'auras pas cette assistance-là. Donc, fais cet examen-là. Alors, évidemment que des élèves continueront à tricher. Mais ce n'est pas le problème. C'est-à-dire, vous voyez, il ne faut pas se priver des outils. Et surtout, quand on a eu cette... alors là, c'était un tsunami de complaisance au niveau des médias sur la triche autour des IA génératives. Que n'a-t-on eu cette précaution avant les IA génératives, nom de nom ? Quand les familles pouvaient payer des professeurs particuliers à la maison, quand papa, maman, tonton, tati, grand frère pouvaient faire le devoir à la place, là, j'ai vu personne monter au créneau de dire « Oh là là, il y a de la triche ». Donc là, on a un objet populaire à forte diffusion qui peut aider des élèves qui n'avaient pas la capacité d'être aidés à la maison, et tout d'un coup, ça devient la fin du monde. Non, mais franchement, quoi. Vous voyez, en fait, on est sur des trucs où on nous pose des mauvaises questions. Le ministère et d'autres, j'imagine que vous aussi, perdez beaucoup de temps à répondre à des mauvaises questions quand on a d'autres sujets bien plus importants que de proposer des services qui soient adaptés à ce qu'est enseigné au XXIe siècle. Mais clairement, sur la triche, un article incontournable de Coded, publié en 23, juste Harvard, qui pose la chose. Donc, on a fait un petit schéma avec mon équipe pour aller à l'essentiel. Soit on continue à évaluer le produit, la synthèse, le résumé, la traduction, et on se condamne à évaluer des IA génératives, soit on évalue le processus, les compétences de haut niveau, et là, c'est plus intéressant. Donc, on peut avoir de la classe inversée, on apprend à la maison, on évalue en classe. Alors oui, vous allez passer beaucoup plus de temps à évaluer. On peut évaluer à l'oral, on peut avoir des exposés à plusieurs voix. Donc, ils auront travaillé avec des IA génératives à la maison, mais en cela, c'est rien de contrariant. Rappelez-vous l'immense angoisse existentielle de l'arrivée de Wikipédia. Rappelez-vous de ça. Voilà, les enseignants, on doit avoir cette capacité à capitaliser sur les effets de mémoire. Là, c'est la même chose. Et qu'un élève sache qu'il peut s'appuyer sur un outil technologique avancé est plutôt une compétence de haut niveau. Dans la vraie vie, plus tard, il devra faire ça. Ce n'est pas l'IA qui remplacera ou qui tuera tel ou tel métier. C'est des élèves, des jeunes qui savent se servir de l'IA par rapport à d'autres qui ne sont pas initiés sur ces sujets-là. Donc en fait, c'est une sorte de nouvel analphabétisme que de ne pas être initié. Je n'ai pas dit de faire des experts de l'IA, juste initiés à l'IA. Et avec quelques services, avec une maîtrise de la langue et quelques bons prompts, on peut clairement gagner un immense temps. On peut défricher, amorcer un travail, puis ensuite apporter sa plus-value humaine sur les parties de haut niveau. Donc clairement, Coded, il y a 5 entrées fantastiques dans cet article qui, pour moi, est peut-être l'article de la décennie, pour les formateurs et pour les professeurs, et ils insistent bien sur l'immense importance de basculer sur une évaluation du processus plus que sur le contenu, le produit. Mon équipe a produit différents éléments où on liste. Alors, il n'y a aucun hasard dans nos choix conventionnels. Quand on met l'humain au-dessus, ça veut dire quelque chose pour nous, en fait, et quand on met la machine en dessous, ça veut dire aussi quelque chose. Et là, on a juste listé ce qui doit relever de l'humain. Ce qui doit relever de l'humain, ça ne veut pas dire que la machine ne pourrait pas le faire, mais ce qui doit rester du domaine de l'humain et ce qui peut relever de la machine. Je vous invite, j'ai apporté une rubrique. En fait, l'équipe produit tous les ans, parce que ça va trop vite, des éléments intelligence artificielle et éducation, apport de la recherche et enjeux pour les politiques publiques. Là, c'est l'édition 2024. Dans l'édition 2025, vous aurez l'article de Coded, et donc on met à jour régulièrement les éléments de où en est l'état de la recherche au niveau international, parce que, soyons très clairs, les Français ne sont pas les seuls à réfléchir à ces sujets-là, et c'est bon, parfois, de ne pas réinventer, pour la 50e fois, la roue qui a été définie dans un pays voisin qui partage nos valeurs démocratiques. Donc là, on a listé des éléments sur lesquels on peut revenir, et ça lève plein de questions.
que je n'ai pas le temps d'aborder, mais je serai à votre disposition pour échanger de manière informelle après. On a listé en quoi l'IA peut être au service des élèves et l'IA au service des enseignants, donc c'était en 2023, au service des institutions aussi, ce qui peut être évidemment utile. Je pense que maintenant, vous n'apprendrez pas forcément grand-chose en voyant ces éléments-là, mais c'est bon de toujours se dire, et tu l'as très bien présenté aussi, qu'est-ce qui peut relever d'un service basé sur de l'IA et qu'est-ce qui relève de l'humain, donc dans les matrices qui étaient proposées. Quelques publications et outils proposés par le ministère, donc vous aurez le support avec les QR codes qui vous permettent de vous rendre sur les différentes publications. Et je viens sur des éléments. On a fait développer, ça a été évoqué par la première intervenante, des services. Alors, pensez pour le cycle 2 en français et en mathématiques. Peut-être connaissez-vous quelques noms des services. Ce sont des services, alors on a choisi de faire des services d'assistance aux professeurs, l'expert pédagogique, basés sur l'IA pour différencier, préparer les cours, évaluer de manière dynamique. Ces services-là sont diffusés dans toutes les classes de France, en fait, et donc pour le cycle 2. Vous êtes en collège, et donc mon équipe actuellement est en train d'instruire un équivalent pour le cycle 3, donc ça commence à vous intéresser un peu plus, j'espère. CM1, CM2, français, mathématiques et langue vivante sur les outils. Donc là, on est en plein cœur en train d'instruire. On instruit avec la DGESCO, la DNE, l'inspection générale et les équipes des DAN et des RAN, que je remercie de manière très appuyée parce qu'ils sont experts de ces sujets-là. Et donc, on est en train de définir les meilleures candidatures pour commencer en septembre 25 dans les classes des services basés sur de l'IA, y compris l'IA générative, pour assister les choix des professeurs. Encore plus intéressant, je crois, on est en train de rédiger un marché, donc ça répondra à votre question en partie, un service d'assistance basé sur IA d'accompagnement des gestes professionnels des enseignants. Donc, dans la trousse du professeur, il doit avoir un assistant basé sur de l'IA avec lequel il peut échanger à l'oral, à l'écrit, qui lui permet de préparer ses cours, proposer des activités différenciées et de corriger les productions des élèves. Toutes les corrections des élèves, manuscrites, numériques, orales. On travaille là-dessus. Donc, il y aura un assistant geste professionnel basé sur de l'IA. C'est en cours de rédaction, donc ce n'est pas prêt d'être tout de suite dans vos classes. Ça sera complexe, mais donc on aura bien des services payés par l'État, voulus par l'État, contrôlés par l'État, qui restera responsable du traitement des données à caractère personnel des élèves, parce qu'évidemment, par une évaluation d'un oral, d'une production d'écrit, il y a plein de données qui peuvent être sensibles, mais qu'on sait traiter, et qu'un pays démocratique sait traiter correctement. Évidemment, c'est un sujet, je prends juste cette diapo de ma collègue luxembourgeoise qui est très partagée. Ils ont les mêmes problématiques, l'effet de boîte noire, le plagiarisme, le fait que les élèves, parfois, ça nous trouble un peu, ça nous perturbe les enseignants parce qu'ils peuvent donner l'impression d'avoir un coup d'avance. C'est une impression. Ils ont des usages, mais pas forcément raisonnés, et leur pratique n'est pas forcément raisonnable. Donc là, c'est là que nous, on peut apporter clairement un éclairage temporaire, et un éclairage en confiance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent en confiance au jeune public, soyons très clairs. Avec les parents, ça peut être conflictuel, c'est juste le cheminement normal. Mais l'enseignant, c'est la personne, parfois la seule personne de référence pour ces jeunes publics qui ont des bonnes questions. Hop, alors je finis pour partager. Un point essentiel, et j'espère que ça pourra t'intéresser en fait sur des éléments, avec nos collègues européens, Italie, Irlande, Slovénie, Luxembourg et France, il y a 3 ans, on a lancé un objectif de définir qu'est-ce que devaient être les premiers éléments IA éducation. De quoi parle-t-on? Que peut-on faire avec? Que ne doit-on pas faire avec? C'était compliqué de se mettre d'accord à 5 ministères. Déjà, un ministère, c'est compliqué. Alors 5, vous imaginez que c'est vraiment compliqué. Et il se trouve que c'est un sujet très périphérique. Et puis, les IA génératives sont arrivées. On a mis à jour nos supports. Et sur France Université Numérique, vous trouvez la version française d'un MOOC entre 4 et 6 heures qui aborde, qui initie ce qu'est l'IA, ce qu'on peut faire en éducation avec et ce qu'on ne doit pas faire avec, et les sujets devant nous. Donc, ça s'appelle AI4T, Artificial Intelligence for and by Teachers. Se mettre d'accord à 5 ministères, c'est quand même un bel exploit, je vous assure. Et donc, est-ce que c'est parfait? La réponse est non. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non, mais c'est là. C'est disponible, c'est ouvert à tous. 30 000 professeurs ont fini le parcours. C'est ouvert depuis 1 an. 11 000 de ces professeurs, le tiers, est actif sur les forums associés à chacun des chapitres de France Université Numérique. Donc, les professeurs ont une immense appétence, ont beaucoup de curiosité, ont beaucoup de très bonnes questions pour lesquelles il serait bon que, rapidement, les institutions répondent. Mais ce qui est bien, c'est qu'entre collègues, ils trouvent des bonnes réponses. Et nous, on apprend aussi auprès des collègues qui défrichent ces terrains-là parce qu'on est en terre inconnue. Clairement, on est en terre inconnue. Et on l'accepte. Donc, il y a 2 objets. Il y a un MOOC et il y a un Open Textbook, un manuel ouvert qui vous permet d'aller plus loin. Donc, en gros, c'est le niveau 1. Et là, c'est pour aller beaucoup plus loin. J'insiste, ce n'est pas parfait.
Je ne dis pas ça, je dis juste que c'est là. Il s'avère que cette équipe a gagné, l'Europe a réinvesti sur notre équipe des 5 pays, ralliée cette fois-ci par l'Espagne et par la Lituanie, pour faire la suite, qui sera autour de IA générative et littératie. Donc on travaillera à construire des nouveaux contenus. Et en fait, honnêtement, je pense que la bonne taille, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la taille européenne qui est la seule bonne taille pour penser les choses. Dans ces contenus proposés, vous trouvez des pépites développées par INRIA, pas très loin de chez vous, INRIA Bordeaux, INRIA Flower, et avec une collection fantastique réalisée par Didier, l'équipe de Oudéier et de Didier Roy. C'est des films de 5 minutes qui abordent qu'est-ce qu'une IA générative, qu'est-ce qu'une hallucination en IA générative, qu'est-ce qu'un grand modèle de langage, que peut-on faire en termes de créativité, que peut-on faire dans l'éducation, des capsules vidéo de 5 minutes. Si quelqu'un trouve mieux, vite vous m'écrivez au ministère, d'accord, que je puisse substituer cette ressource développée par INRIA Flower, par mieux. Mais c'est juste incroyable cette collection. Elle est libre, elle est en Creative Commons, vous pouvez vous en servir pour tous vos blocs de formation. Et nous, on l'a intégré dans le parcours AI40. Avant-dernier point, enfin presque dernier point, nous avons des services soutenus dans le cadre d'EduUp, donc subventionnés par le ministère de l'Éducation nationale. Et il y a un service qui s'appelle VitaScience qui vous permet de tester des modèles d'IA générative pour générer des textes, des sons et des images. Dans ce modèle-là, vous n'avez pas besoin de compte élève. Ça vous permet de poser une question. Vous avez un petit onglet pour choisir les différents modèles et de comprendre que la réponse, ça a été posé comme question tout à l'heure, dépend du modèle de langage. Autre point. Ça veut dire qu'on n'a pas à faire un objet de référence. Un objet de référence, un dictionnaire, vous l'ouvrez, à la page 248, vous avez toujours la même définition et ça ne va pas bouger comme dans une encyclopédie, d'accord ? Là, ce n'est pas le cas. Ça, il faut l'expliciter et le montrer aux élèves. De montrer que, suivant le moteur de recherche, vous n'avez pas la même réponse. Je pose la même question à 2 moments différents par le même moteur de recherche, je n'ai pas forcément la même réponse non plus. Donc, il n'y a pas de continuité dans le temps de la stabilité du savoir proposé. Il faut le montrer aux élèves. Donc ce service-là vous permet de tester et de bien voir avec des codes couleurs comment les mots s'enchaînent de manière statistique. Donc vous dites je change le mot et vous voyez comment ça se propage statistiquement avec le plus cohérent. Ça permet de démystifier ce qu'est l'IA. Et il y a un point central sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut bien expliquer à nos élèves qu'il s'agit de science, de choix opérés par des humains sur des modèles, donc une projection de comment on pense, comment on réfléchit, comment on a une base documentaire, etc. Et il s'agit de science et pas de magie. Or, vous savez que les élèves ont une petite tendance à la pensée magique assez longtemps, pas que les élèves d'ailleurs, mais là-dessus, il est bon de leur montrer comment ça fonctionne et ces codes couleurs permettent clairement de dire « Ok, j'ai compris que si je change un mot, ma phrase change. » En fait, vous voyez, et ils peuvent le tester en grandeur nature. Donc ces modèles sont ouverts et gratuits et sans compte élève. Donc c'est parfait pour tester plein de modèles. Llama 3, Mistral qui a été évoqué ce matin, OpenAI est dedans, etc., etc. Ça vous permet de voir un peu les différences, etc. Donc VitaScience, c'est vraiment incontournable. VitaScience a été qualifié pour aller au BET. Le BET, c'est le sommet, on peut dire, européen autour des technologies. Et il va représenter la France au niveau de l'innovation. Moi, je crois qu'ils vont gagner. On verra bien. Et Knowledge, qui a été présenté ce matin, a gagné le BET Award Monde l'année dernière, juste pour vous situer, justement. Et donc, les deux sont des entreprises françaises. Mizou est développé par des Français, par une entreprise qui est basée en Espagne. C'était extrêmement important, tu l'as indiqué. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le cadre de l'application RGPD. Et quand c'est partagé, c'est un immense atout pour nous d'être dans un cadre réglementaire européen avec nos valeurs. Quelques questions, et je ne les prends pas toutes, mais quand même importantes. Est-ce que c'est normal qu'un modèle statistique nous propose une réponse qui soit la moyenne ? Non. Qu'est-ce qu'on fait des minorités ? Qu'est-ce qu'on fait de la diversité ? Comment on accepte ce genre de bêtises ? Comment on accepte d'avoir des questions et des réponses à quelle est la couleur préférée des humains ? Ce n'est pas du tout normal de se dire ces choses-là. Deuxième question, vertigineuse. Actuellement, plus de 50% des contenus qui circulent sur Internet sont générés par des robots d'IA. Quand on va réentraîner les modèles, c'est la première fois qu'un objet construit par des humains s'entraînera sur un matériau qui n'émane pas des humains. Si ça n'est pas bordé, si ça n'est pas documenté, on va donc avoir une boucle vicieuse où des robots s'entraînent sur un matériau qui a été produit par des robots qui moyennisaient les choses. Est-ce que vous pensez que notre horizon d'univers, est-ce que vous pensez qu'on aurait fait autant de progrès si on avait pensé qu'en termes de moyenne ? On a un immense souci. Et je veux tordre le cou à quelques fausses représentations. Rien ne peut détecter ce qui a été fait par des IA génératives actuellement. Mon équipe l'a testé, on a tout franchi, dans tous les sens, du vrai-faux, du faux-vrai, on a tout passé. Les gens qui vous vendent un service pour vous dire « je vais vous détecter si c'était fait par une IA générative », vous mentent, sauf si l'élève est suffisamment débile
pour ne pas avoir daté légèrement la production, ou dit « et je suis un élève de première, tu introduiras quelques erreurs classiques d'un élève de première », ce que fera parfaitement bien l'IA générative. Un point important, mais je le passe, il y a un impact environnemental fantastique, gigantesque devant nous. Donc des fois, une IA ancienne, un système expert, suffira à travailler les verbes réguliers, les conjugaisons, les tables de multiplication. Et donc, il ne s'agit pas de sortir l'artillerie lourde, le grand modèle de langage, quand on teste des choses raisonnables comme des choses très, très stables, établies comme connaissances. Donc, il faut accepter d'avoir un mix d'IA, des choses très sobres, un système expert très, très vieux, jusqu'au grand modèle de langage, quand on déplie des protéines pour trouver quelque chose qui va permettre de sauver des vies. Quand c'est faire un petit chaton sur l'épaule de mamie, franchement, il serait temps de légiférer un peu, quoi. En fait, voilà, ça veut dire que là, on consomme beaucoup d'énergie. Actuellement, une grande entreprise que je citerai pas, donc X de Elon Musk, est en train de demander à avoir l'autorisation d'avoir des centrales nucléaires pour alimenter ces grands modèles de langage. Dans quel monde confie-t-on un objet un petit peu sensible qu'on appelle une centrale nucléaire à quelqu'un qui nous vend des petits chatons qu'on met sur l'épaule de mamie? C'est vraiment compliqué. Vous voyez, il se passe des choses là où le monde va prendre des bifurcations qui peuvent un peu nous questionner. Je passe rapidement sur l'importance des biais, le déterminisme, je l'ai évoqué. Le fait, ça répondra, j'espère, à votre question. La France a investi dans le développement d'un grand modèle de langage en open science qui sera à disposition de l'éducation, qui est en cours de développement. Je suis ce projet-là pour qu'il soit disponible en septembre prochain. Ce modèle de langage ne sera pas parfait, mais il est quand même réalisé par des gens qui savent faire des petits trucs, notamment des grands laboratoires de recherche. La base d'entraînement sera sur la base documentaire française, francophone et européenne. Donc il y aura à l'intérieur nos biais. Ce modèle de langage sera un objet ouvert à disposition de tous les enseignants et de toute entreprise qui voudrait en faire quelque chose en s'appuyant dessus pour proposer un service, entre guillemets, un équivalent de ce qui est proposé par les entreprises privées. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais il y a vous voyez une dynamique qui est enclenchée pour proposer ce service-là gratuitement mis à disposition de l'ensemble des enseignants. Je finis par ce point très important à mes yeux. On a ouvert dans mon équipe une communauté de réflexion en éducation sur l'IA, CREA, ouverte sur Magistère. L'année dernière, c'était ouvert qu'aux formateurs et toutes les académies ont répondu présent. Et c'est ouvert désormais à tous les professeurs. Dans cet espace Magistère, donc vous aurez le support, vous avez le lien. On propose, d'après nous, les meilleurs services, les meilleures pistes, etc. Et on ne prétend pas être exhaustif, on est qualitatif. Donc, on sélectionne les 10 meilleurs MOOC, les 10 lectures incontournables. Vous voyez ces choses-là. Et quand quelqu'un propose quelque chose, on dit qu'est-ce qu'on enlève? L'idée n'est pas de vous submerger, parce qu'on peut rapidement être submergé par le rythme et l'intensité des nouveautés. Nous, on met ça sur un tamis lent, 1 mois, 3 mois. On regarde ce qui reste sur le tamis et on ne propose que les pépites d'après nous. Ça veut dire qu'on n'est pas au dernier cri de la dernière technologie, mais en fait, ça, on s'en fiche en classe. Le problème en classe, ce n'est pas d'avoir la dernière technologie ou le dernier cri, c'est d'être utile aux enseignants pour que les élèves apprennent mieux. C'est ça notre problème. Donc la temporalité n'est pas celle de ceux qui nous vendent quelque chose, ou qui disent qu'ils ne nous vendent rien, mais qui nous vendent quand même quelque chose. Cette communauté, je vous invite à la rejoindre. En fait, tous les professeurs peuvent y venir. Et en fait, qu'est-ce qu'ont fait les professeurs? Ils ont ouvert des entrées disciplinaires pour échanger entre pairs. Donc c'est une communauté qui co-construit des chemins possibles. Ça se décantera et peut-être que ça stabilisera. Et nous, évidemment, on y participe aussi activement. Je m'arrête là et je suis à vos dispositions avec quelques publications. Si je devais finir quand même par ça, je vous en ai déjà parlé. Et ça, parce que c'est quand même les chercheurs locaux, le Pierre-Yves Oudéier et Didier Roy ont publié un petit livre à destination des lycéens, des collégiens, qui s'appelle « C'est pas moi, c'est l'IA ». Ce livre-là, j'y ai appris plein de choses dans un français facile à lire et à comprendre, ce qui n'est pas très facile à faire. Et cet élément-là est sans doute le meilleur conseil que je pourrais te donner si j'avais la capacité de dire comment on doit initier les professeurs débutants en charge d'éducation, quelle que soit leur discipline, pour qu'ils aient le bagage minimum de chez minimum autour de IA et éducation. Donc ce livre-là, alors évidemment, j'ai aucun intérêt à ce genre de choses, mais pour l'avoir lu récemment et étudié, je pense que c'est la meilleure lecture qu'on peut conseiller à des professeurs, à des formateurs, à des inspecteurs, à des chefs d'établissement, à des ministres, pour comprendre de quoi ils parlent. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je sais que j'ai parfois été rapide et je reste à vos dispositions.